Ils disent qu'à Hollywood, ce ne sont pas les scandales qui vous ruinent, mais les ennemis que vous vous faites en coulisses. Tandis que le monde applaudissait les stars glamour, des guerres silencieuses faisaient rage sur les plateaux de studio, brisant des amitiés et mettant presque fin à des carrières du jour au lendemain. Mais qui a vraiment tout perdu dans ces batailles cachées pour la gloire et le pouvoir? Et à quel point Hollywood a-t-il failli perdre certaines de ses légendes les plus brillantes? Ce soir, les véritables histoires derrière ces sourires parfaitement mis en scène pourraient bien changer votre vision du cinéma classique. Joan Crawford contre Norma Shearer. Quand on parle de la royauté du vieux Hollywood, peu de noms suscitent plus de curiosité et de légendes chuchotées que Joan Crawford et Norma Shearer. Toutes deux étaient des reines de MGM dans les années 1930. Pourtant, leur rivalité n'a jamais fait la une des tabloïds. Elle se déroulait dans des salles de projection drapées de velours et sur des feuilles d'appel de studio orchestrées par le directeur du studio Louis B. Mayer, qui comprenait que la compétition faisait briller les stars et parfois les consumait. Crawford était l'outsider, se frayant un chemin depuis la pauvreté et déterminé à ne jamais lâcher son projecteur durement gagné. Shearer, quant à elle, était la première dame élégante de MGM et la veuve du légendaire producteur Irving Thalberg, ce qui lui donnait une influence sans précédent sur le plateau. Le favoritisme de Mayer envers Shearer n'était un secret pour personne. Elle avait le premier choix des projets de prestige, et ses rivales, y compris Crawford, se retrouvaient souvent avec les restes. La querelle a atteint son paroxysme avec le rôle de Crystal Allen dans The Women, 1939. Crawford voulait tellement le rôle qu'elle a célèbrement supplié « Je jouerai la domestique si je dois ». Elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais ce n'était pas une concession. C'était un geste calculé. Shearer a pris le rôle principal plus glamour, mais la performance de Crawford, qui volait la vedette, a changé la conversation. Les tensions ont mijoté pendant le tournage, avec des récits décrivant des silences glaciaux et des regards froids entre les deux. Les initiés disent que Crawford a fait pression sur l'équipe et les co-stars en coulisses, cherchant à éclipser Shearer dans chaque scène. Au final, la rivalité a failli faire dérailler les deux carrières. L'influence de Shearer a diminué après la mort de Thalberg et Crawford, bien qu'elle ait finalement triomphé, a porté les cicatrices d'avoir été le second choix pendant des années. La rivalité entre Crawford et Shearer n'a jamais éclaté publiquement, mais c'est un parfait exemple de la façon dont, à l'âge d'or d'Hollywood, les batailles les plus féroces se déroulaient dans l'ombre, avec des conséquences qui résonnaient pendant des décennies. Gene Tierney contre Linda Darnell. Pour les étrangers, Gene Tierney et Linda Darnell semblaient être des rivales amicales, deux beautés éblouissantes formées par 20th Century Fox pour captiver le monde d'après-guerre. Derrière les portes du studio, cependant, la vérité était tout sauf amicale. Daryl Zanuck, le puissant directeur de Fox, croyait que la concurrence était le meilleur moyen de garder ses actrices principales dociles et désespérées d'obtenir son approbation. En conséquence, Tierney et Darnell étaient opposés l'une à l'autre pour des rôles, la publicité et même des intérêts amoureux, alimentant une rivalité qui allait discrètement façonner et presque briser leur carrière. La tension a commencé au début des années 1940, alors que les deux actrices se disputaient le titre de reine de Fox. Tierney, avec sa beauté aristocratique et sa présence à l'écran envoûtante, a ébloui dans Laura et Leave Her to Heaven. Darnell, avec sa sensualité aux yeux sombres, a ébloui dans Forever Amber et A Letter to Three Wives. Chaque fois que l'une obtenait un rôle majeur, des rumeurs circulaient que l'autre était furieuse. Parfois, à juste titre, car chacune perdait des rôles convoités au profit de l'autre à la dernière minute. Sur le plateau, des rumeurs circulaient sur des critiques chuchotées et des incidents de garde-robe accidentels. Il y avait même des histoires selon lesquelles on aurait demandé à Darnell de perdre du poids pour ne pas éclipser Tierney à l'écran. La rivalité a culminé pendant les années d'après-guerre de Fox, alors que les scripts se faisaient rares et que les carrières des deux femmes ressentaient la pression. Chacune a souffert de crises personnelles, Tierney avec des problèmes de santé mentale et Darnell avec une vie privée tumultueuse, aggravée par la pression de comparaison constante. Bien qu'aucune des deux n'ait jamais reconnu publiquement la querelle, c'était un secret de polichinelle dans les cercles hollywoodiens. Le stratagème de Zanuck pour les maintenir en compétition a finalement nui aux deux stars, prouvant qu'en fin de compte, la véritable victime d'une rivalité hollywoodienne est parfois les carrières qu'elle était censée aiguiser. Barbara Stanwyck contre Bette Davis.
Dans le monde de l'âge d'or d'Hollywood, vous ne vous contentiez pas de rivaliser pour l'affection du public, vous luttiez pour survivre. Et personne ne comprenait cela mieux que Barbara Stanwyck et Bette Davis. Ces deux puissantes figures ont défini ce que signifiait être une actrice principale, farouchement indépendante, immensément talentueuse et refusant de jouer les seconds rôles pour qui que ce soit. Pourtant, leur rivalité, bien que largement tenue à l'écart du public, a façonné non seulement leur carrière, mais aussi la trajectoire de certains des plus grands films d'Hollywood. Bette Davis, avec ses yeux perçants et sa volonté de faire, régnait sur Warner Brothers. Elle a remporté des Oscars, imposé ses propres conditions, et n'a jamais hésité à se battre pour les rôles qu'elle voulait, laissant souvent derrière elle un champ de ruines. Barbara Stanwyck, quant à elle, était l'incarnation du professionnalisme, respectée dans toute la ville pour sa capacité à incarner n'importe quel personnage avec une authenticité saisissante. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que les patrons de studio, désireux de garder les deux femmes affamées, utilisaient leur rivalité comme une arme subtile, mais brutale. Les producteurs exploitaient une actrice contre l'autre, les opposant dans une bataille en coulisses pour les meilleurs scénarios. Si Davis demandait plus d'argent ou refusait un rôle, Stanwyck se voyait rapidement offrir le rôle, et vice-versa. Cette dynamique a conduit à plusieurs quasi-accidents qui auraient pu changer l'histoire du cinéma. Stanwyck aurait manqué des rôles que Davis acceptait à la dernière minute, et Davis a notoirement mal pris de perdre le rôle principal dans Sorry, Wrong Number, au profit de Stanwyck. Les murmures dans les journaux professionnels maintenaient l'attention, tout comme la connaissance que chaque affront ou victoire était probablement orchestré par des mains invisibles des studios. La rivalité s'intensifia à mesure que les deux actrices vieillissaient et que la compétition pour des rôles complexes et matures devenait plus féroce. Il n'y avait pas de dispute publique, pas de gros titres scandaleux, juste une partie d'échecs silencieuse et déterminée qui signifiait parfois refuser un travail plutôt que de jouer un rôle associé à l'autre. Derrière des portes closes, aucune ne voulait être comparée, et toutes deux évitaient de parler de l'autre lors des interviews. Les initiés d'Hollywood savaient qu'il ne fallait jamais mentionner Stanwyck autour de Davis, ou vice-versa. Malgré tout, les deux femmes ont finalement survécu, chacune se taillant sa propre légende iconique. Mais le coup était réel. Des opportunités perdues, des relations professionnelles tendues, et des années passées dans une compétition méfiante. La rivalité Stanwyck-Davis reste un avertissement sur le coût personnel de l'ambition, dans une ville où les batailles les plus féroces se déroulent parfois en silence, et où, au final, personne ne gagne sans cicatrice. Fred Astaire contre Gene Kelly. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas assez grand pour deux rois de la piste de danse. Fred Astaire, l'incarnation de la classe sans effort, et Gene Kelly, le dynamo prolétaire, ont tous deux révolutionné les comédies musicales au cinéma. Mais malgré toute la grâce à l'écran, en coulisses, c'était une autre histoire, une rivalité tendue, largement tacite, qui menaçait silencieusement l'identité même du genre musical et les carrières de ses plus grandes stars. Astaire avait établi la norme dans les années 1930 et début des années 40, éblouissant avec Ginger Rogers dans des films comme Top Hat et Swing Time. Son style était tout en élégance. Chaque étape planifiée, chaque mouvement apparemment sans poids. Puis, Gene Kelly a fait irruption sur la scène avec For Me and My Gal, et plus tard, Singin' in the Rain. L'approche athlétique et moderne de Kelly ne pouvait pas être plus différente. Il sautait des réverbères, dansait dans les flaques d'eau et apportait une nouvelle forme d'énergie masculine qui rendait l'élégance à l'ancienne presque démodée du jour au lendemain. Les studios, d'abord RKO, puis MGM, ont senti la tension et attisé les flammes. Astaire et Kelly parlaient rarement l'un de l'autre en public, mais les initiés de l'industrie se souviennent comment chacun regardait les rushs de l'autre, cherchant des points faibles. Les chorégraphes et réalisateurs se retrouvaient pris entre l'ancien monde et le nouveau. Les scripts ont été retravaillés, les budgets modifiés, et les patrons des studios ont clairement indiqué que celui qui attirait le plus de spectateurs aurait le premier choix des projets. Cela est devenu une guerre froide d'innovation. Astaire a été le pionnier de l'intégration des mouvements de caméra dans la chorégraphie, tandis que Kelly a introduit des sauts ballétiques et des tournages en extérieur. Leur rivalité a forcé les deux hommes à élever leur niveau, mais a également conduit à l'anxiété, au stress et à un quasi-épuisement. Astaire s'inquiétait d'être perçu comme dépassé. Kelly craignait de ne jamais égaler l'héritage de Fred. Bien que tous deux aient survécu et acquis une renommée durable,
L'ombre de la compétition a façonné chaque décision de carrière, rendant leur rivalité non seulement légendaire, mais presque ruineuse pour chacun à des moments clés de leur carrière. Rosalind Russell contre Joanne Crawford. À première vue, Rosalind Russell et Joanne Crawford ne pouvaient pas être plus différentes. Russell, connue pour son esprit acéré et son sens du timing comique, contre Crawford, la reine intense et émotionnellement passionnée des drames de MGM. Mais ce sont précisément ces différences qui ont rendu leur rivalité lors du tournage de The Women en 1939 si explosive et presque fatale pour leur carrière. Russell a été choisie pour le rôle de Sylvia Fowler, la commère qui vole la vedette, tandis que Crawford jouait la vendeuse intrigante, Crystal Allen. Chacune reconnaissait que le casting entièrement féminin du film et le scénario acide signifiaient que seules les performances les plus audacieuses survivraient. Mais les instincts comiques naturels de Russell et sa volonté d'improviser la mettaient en conflit direct avec le style plus calculé et contrôlant de Crawford. Hors caméra, Russell aurait tourné en dérision le perfectionnisme de Crawford, tandis que Crawford accusait Russell de tenter de lui voler la vedette en réécrivant des répliques et en détournant l'attention. Le studio, sentant l'or, attisa les flammes. La machine de relations publiques de MGM diffusa des histoires de tension et de batailles créatives, créant une atmosphère sur le plateau à la fois électrique et toxique. Habituellement considérée comme une joueuse d'équipe, Russell se sentait obligée de s'affirmer, de peur d'être éclipsée par le charisme de Crawford. Crawford, quant à elle, devenait méfiante envers chaque geste de Russell, convaincue que même les petits gestes sur le plateau étaient des manœuvres pour la faire mal paraître. Derrière des portes closes, la rivalité créait tellement de stress que les deux actrices envisagèrent de quitter le projet. Russell confia même à des amis qu'elle craignait d'être mise sur liste noire si elle défiait Crawford trop publiquement, tandis que Crawford faisait pression pour que le rôle de Russell soit réduit. Le résultat fut une lutte créative qui, malgré son coût, produisit certaines des scènes les plus mémorables de l'histoire d'Hollywood. Mais lorsque les caméras s'arrêtaient, les deux femmes gardèrent des cicatrices et une rancœur persistante qui faillit faire dérailler leur carrière à MGM pendant des années. Vivien Leigh contre Olivia de Havilland. Dans les annales de l'histoire du cinéma, Autant en emporte le vent est célébré, le considéré comme un chef-d'œuvre. Mais derrière sa grandeur, Technicolor se cachait une rivalité qui a failli coûter à deux actrices leur avenir à Hollywood. Vivien Leigh, qui jouait Scarlett O'Hara, et Olivia de Havilland, qui jouait Melanie Wilkes, ont été choisis pour des rôles exigeant à la fois respect mutuel et jalousie sous-jacente, reflétant ironiquement la tension qui s'est développée entre elles en dehors du plateau. Leigh était une actrice britannique, intense et méthodique, tandis que de Havilland était une royauté d'Hollywood, disciplinée et farouchement ambitieuse. Dès le début, leurs styles de travail se sont heurtés. Le besoin de Leigh de multiples prises et de préparation émotionnelle frustrait l'efficace de Havilland, qui sentait que les retards menaçaient sa propre performance et réputation. Pendant ce temps, la relation étroite de Havilland avec le réalisateur George Cukor et le producteur David O. Selznick lui donnait une influence discrète, que Leigh voyait parfois comme une menace. Les choses se sont aggravées lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Selznick envisageait discrètement de Havilland pour des rôles que Leigh désirait désespérément après Autant en emporte le vent. En public, les deux femmes souriaient pour les caméras, mais les rumeurs dans l'industrie suggéraient que Leigh en voulait d'être constamment comparée à de Havilland, surtout lorsque les deux se disputaient les scénarios dramatiques les plus convoités de l'époque. De son côté, de Havilland se sentait piégée dans l'ombre de Leigh, convaincue qu'elle ne s'échapperait jamais du typecast de Melanie. Les deux actrices se sont retrouvées en danger. Leigh a souffert d'une dépression nerveuse très médiatisée, exacerbée par la pression professionnelle, tandis que de Havilland a failli perdre sa carrière dans un procès contre Warner Brothers, une démarche apparemment découragée par des collègues qui soutenaient le camp de Leigh. À la fin, leur rivalité s'est estompée, mais seulement après des années de tensions personnelles et professionnelles qui ont failli voir deux des plus grands talents d'Hollywood définitivement écartés des feux de la rampe. Greer Garson contre Joanne Crawford. Greer Garson et Joanne Crawford n'ont peut-être pas eu de disputes publiques ou d'échanges acerbes dans la presse, mais leur rivalité en coulisses chez MGM était du genre à définir des carrières et à presque les détruire. Garson, avec son charme anglais raffiné et son personnage sain à l'écran,
a rapidement gravi les échelons de MGM au début des années 1940. Elle a remporté un Oscar pour Madame Miniver et est rapidement devenue une favorite du studio, ce qui n'était pas une mince affaire, compte tenu de la présence redoutable de Crawford, la reine incontestée du mélodrame et de la détermination inflexible. Mais plus Garson montait, plus Crawford sentait son étoile décliner. La tension entre les deux était soigneusement gérée par la machine de publicité de MGM, mais des murmures parmi l'équipe et les co-stars racontaient une autre histoire. Les initiés disaient que Crawford en voulait à la réputation de chouchoute de Garson auprès des patrons du studio, surtout après que Louis B. Mayer ait personnellement soutenu Garson pour des rôles prestigieux que Crawford pensait devoir être les siens. La rivalité a culminé avec le film Random Harvest. Alors que Garson obtenait le rôle principal convoité, Crawford était relégué à des projets moins importants, une offense qu'elle n'a jamais oubliée. Leurs scènes ensemble, bien que rares, étaient chargées de tensions sous-jacentes, et les collègues ont remarqué le froid palpable sur le plateau chaque fois que les deux femmes se croisaient. Les tentatives de Crawford pour retrouver sa place chez MGM devinrent désespérées, alors qu'elle plaidait pour des rôles plus exigeants et répandait même des rumeurs sur l'attitude de Garson hors caméra. Finalement, la rivalité a conduit Crawford à prendre la décision de quitter MGM complètement, un choix qui a temporairement freiné sa carrière et l'a forcé à se reconstruire chez Warner Brothers. Garson, quant à elle, a souffert du fardeau d'être la nouvelle favorite de Mayer, se retrouvant isolée d'autres grandes dames et portant le poids des attentes presque impossibles à satisfaire. La querelle silencieuse a presque brisé les deux femmes, prouvant qu'à Hollywood, parfois ce sont les batailles invisibles qui causent le plus de dégâts. Montgomery Clift contre Marlon Brando. Peu de rivalités dans l'histoire d'Hollywood ont été aussi discrètement féroces ou aussi professionnellement dangereuses que celle entre Montgomery Clift et Marlon Brando. Les deux acteurs étaient considérés comme des porte-drapeaux d'une nouvelle approche méthodique du jeu d'acteur, un réalisme psychologique brut qui a révolutionné l'art et menacé d'écarter l'ancienne garde. Pourtant, avec des parcours et des talents si similaires, il était inévitable que Clift et Brando se retrouvent en compétition pour les mêmes rôles, la même reconnaissance et le même avenir à Hollywood. Clift, avec son intensité sombre et sa vulnérabilité blessée, est devenu une sensation après Une place au soleil, et tant qu'il y aura des hommes. Brando, quant à lui, a explosé sur la scène avec un tramway nommé Désir et sur les quais. Leur respect mutuel ne dissimulait jamais tout à fait la jalousie professionnelle qui bouillonnait sous la surface. Les réalisateurs et producteurs courtisaient ouvertement les deux pour les mêmes projets, attisant souvent la compétition pour faire baisser les salaires ou pousser chaque acteur à de nouvelles limites. Le résultat? Les deux hommes ont subi un stress menaçant leur carrière, et chacun risquait d'être considéré comme le second si l'autre le surpassait au box-office ou lors des cérémonies de remise de prix. La rivalité a atteint son apogée lorsque Brando a remporté l'Oscar pour Sur les quais, un film pour lequel Clift aurait été envisagé. Des amis et des initiés de l'industrie ont noté que Clift devenait de plus en plus renfermé et luttait contre le doute de soi, tandis que Brando ressentait également la pression de maintenir sa place au sommet de la hiérarchie hollywoodienne. La rivalité n'a jamais été publique, mais les enjeux étaient bouleversants. Les deux hommes se sont poussés à des extrêmes physiques et émotionnels, établissant une norme si élevée qu'aucun d'eux ne pouvait la maintenir. Finalement, la rivalité a poussé les deux à des performances emblématiques, mais a presque mis fin à leur carrière alors que le poids des attentes et de la compétition devenait presque insupportable. James Stewart contre Henry Fonda. Ils étaient connus dans le monde entier comme les meilleurs amis, compagnons de pêche, habitués des soirées poker, le modèle même de la camaraderie du vieux Hollywood. Mais sous la surface, la relation entre James Stewart et Henry Fonda était compliquée par une rivalité silencieuse et persistante qui planait sur toute leur carrière. Stewart, avec son accent américain typique et son charme rustique, et Fonda, avec son intensité réfléchie et sa présence stoïque, étaient souvent choisis pour des rôles similaires. Les dirigeants de studio les voyaient comme interchangeables, des acteurs idéaux pour des drames exigeant authenticité et force discrète. La compétition a vraiment commencé à la fin des années 1930 lorsque les deux hommes se disputaient des rôles dans des films prestigieux en même temps.
La percée de Stewart avec Mr. Smith au Sénat l'a mise en avant pendant un certain temps. Mais les performances acclamées de Fonda dans Les raisins de la colère et Vers sa destinée l'ont maintenu dans la course. Aucun des deux n'a admis de l'animosité, mais des amis ont dit que les auditions et les décisions de casting étaient une source de tension palpable. Ils se disputaient non seulement les rôles, mais aussi le respect des mêmes réalisateurs, acceptant parfois des projets simplement pour prouver qu'ils pouvaient surpasser l'autre. Leur rivalité professionnelle s'est intensifiée après la Seconde Guerre mondiale, lorsque tous deux sont revenus du service militaire et ont trouvé Hollywood changer. La carrière de Stewart Pope, partenariat avec Hitchcock et une résurgence tardive dans les westerns l'ont remis au sommet, tandis que Fonda a eu du mal à retrouver son équilibre, menant à une période de doute de soi qui a failli le pousser à quitter le cinéma complètement. Bien qu'ils soient restés amis en public, l'ombre de leur rivalité a perduré pendant des décennies, influençant les projets qu'ils choisissaient et les risques qu'ils étaient prêts à prendre. L'histoire de Stewart et Fonda rappelle qu'à Hollywood, même les amitiés les plus profondes peuvent être teintées par la compétition silencieuse pour le prochain grand rôle. Loretta Young contre Jane Wyman. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement fait de tapis rouges et de robes scintillantes. C'était aussi un champ de bataille à enjeux élevés, surtout pour des actrices comme Loretta Young et Jane Wyman. Toutes deux étaient des stars de Warner Brothers. Toutes deux cultivaient des images de douce résilience, et toutes deux se retrouvaient à plusieurs reprises en lice pour les mêmes rôles convoités. Leur rivalité, bien que rarement médiatisée, a mijoté tout au long des années 1940, alors que chacune essayait de surpasser l'autre aux yeux du studio et de gagner ce titre insaisissable de star de prestige. Young, avec ses traits frappants et sa beauté éthérée, a bâti sa réputation en tant que tête d'affiche fiable et émotionnellement résonante dans les drames et les comédies. Jane Wyman, quant à elle, possédait une force tranquille et une gravité dramatique qui la rendait tout aussi demandée, surtout pour les rôles exigeant une vulnérabilité sincère. Leur compétition a atteint son apogée lorsque toutes deux ont fait pression pour obtenir des rôles dans des productions majeures de Warner Brothers. Dans certains cas, c'était aussi flagrant que des essais à l'écran comparés côte à côte par les dirigeants du studio, sans que l'une ou l'autre des actrices ne sache qui l'emporterait jusqu'à la dernière minute. Les répercussions de cette rivalité ont dépassé les simples égos blessés. Young a perdu des rôles qu'elle croyait essentiels pour sa carrière, notamment Johnny Belinda, qui est allé à Wyman et lui a valu un Oscar. Des amis ont dit que Young était dévasté, convaincu que la politique et le favoritisme des studios l'avaient privé de ce qui lui revenait. Wyman, quant à elle, ressentait le besoin de constamment faire ses preuves, travaillant sans relâche pour éviter d'être reléguée au rang de simple ingénue. Il y avait des rumeurs de remarques désobligeantes et de sabotage professionnel, bien que toutes deux aient toujours maintenu une façade publique de politesse. En coulisses, la comparaison incessante les épuisait. Young luttait contre le doute de soi, tandis que Wyman devenait de plus en plus sélective, craignant qu'un mauvais choix ne donne l'avantage à sa rivale. Le résultat final fut deux carrières extraordinaires, mais toutes deux presque mises de côté à plusieurs reprises par une rivalité que les studios encourageaient discrètement et dont les actrices ne pouvaient jamais vraiment s'échapper. Tallulah Bankhead contre Bette Davis. Si jamais deux divas méritaient de s'affronter sur la même scène, c'était bien Tallulah Bankhead et Bette Davis. Toutes deux étaient féroces, intransigeantes et déterminées à dominer la scène, que ce soit à Broadway ou à Hollywood. Leur rivalité portait autant sur la personnalité que sur les rôles. Une collision de volonté qui laissait souvent les collègues admiratifs et les dirigeants de studio en sueur froide. Tallulah Bankhead était une royauté théâtrale, célèbre pour son esprit acéré, ses fêtes endiablées et ses performances audacieuses. Bette Davis, quant à elle, était la reine incontestée du drame à Hollywood. Son regard d'acier et sa volonté de défier l'autorité lui valant une réputation d'être aussi dure hors caméra que devant. Toutes deux convoitaient le même matériel dramatique, en particulier les pièces adaptées pour le cinéma, comme The Little Foxes. Quand Bankhead a joué dans l'original Broadway, lors de sa représentation, les critiques ont été enthousiastes. Mais quand Hollywood a adapté la pièce, c'est Davis qui a obtenu le rôle, apparemment à l'insistance des dirigeants du studio méfiants de l'imprévisibilité de Bankhead. Bankhead était furieuse, déclarant publiquement que la version de Davis à l'écran était la plus grande imitation de l'histoire.
tandis que Davis rejetait le style de Bankhead comme étant trop de scènes, pas assez d'écran. Leurs pics ont fait les gros titres, mais ce qui n'a pas été imprimé, ce sont les conséquences professionnelles. Les deux actrices ont traversé des périodes où elles étaient qualifiées de difficiles et ont vu les offres se tarir lorsque les studios se lassaient du drame. Les initiés disent que la concurrence a même poussé les réalisateurs à éviter les projets qui pourraient raviver la querelle. Ce sabotage mutuel a failli coûter à ces deux femmes leur carrière à des moments critiques. Davis a survécu en renforçant son personnage hollywoodien, tandis que Bankhead s'est retiré sur scène et à la radio. Sa carrière cinématographique a jamais assombri par ce qui aurait pu être. Leur rivalité reste un exemple marquant de la façon dont le talent, la fierté et l'ambition peuvent s'enflammer, laissant tout le monde un peu brûlé. Claudette Colbert contre Paulette Goddard. À la surface, Claudette Colbert et Paulette Goddard représentaient des facettes différentes du védétariat hollywoodien. Colbert, la première dame sophistiquée née en France, connue pour son élégance et son sens du timing comique. Goddard, la beauté pétillante dont l'ascension fulgurante a fait d'elle l'une des stars les plus recherchées de l'époque. Mais sous les sourires polis et les apparitions sur le tapis rouge, une rivalité acharnée a discrètement façonné leur parcours, menaçant de les faire tomber de leurs piédestaux durement gagnés. Le système des studios forçait souvent les stars à rivaliser. Mais avec Colbert et Goddard, c'était personnel. Les deux actrices visaient des rôles déterminants pour leur carrière, dans des films comme New York, Miami et Les Anges de Miséricorde. Colbert a remporté l'Oscar pour New York, Miami, un fait qui a piqué Goddard, qui aurait fait des efforts acharnés pour le même rôle. Leur compétition a continué dans les années 1940, avec Goddard se retrouvant souvent dans l'ombre de Colbert, peu importe combien elle était acclamée pour des films comme Les Temps modernes ou Le Dictateur. Le véritable drame, selon les initiés, s'est déroulé dans les bureaux des studios et lors des after-parties, où l'image sophistiquée de Colbert masquait apparemment une stratège astucieuse, prête à jouer la politique. Goddard, en réponse, a cultivé des relations étroites avec des producteurs et réalisateurs clés, s'assurant que son nom reste dans la course pour chaque projet majeur. Leur rivalité se manifestait parfois sur les plateaux, avec des histoires de conflits d'horaires accidentels et de tensions lors d'apparitions conjointes à la presse. Les deux actrices ont traversé des périodes d'insécurité professionnelle en conséquence. Colbert a dû faire face à des rumeurs selon lesquelles elle était difficile à côtoyer, tandis que Goddard a vu sa carrière s'assombrir lorsque des rôles clés lui échappaient. En fin de compte, leurs carrières ont perduré, mais l'énergie dépensée à se battre l'une contre l'autre a failli faire dérailler leur succès, servant de leçon sur la façon dont la rivalité, aussi glamour soit-elle, peut blesser plus profondément que n'importe quel gros titre de tabloïd. Paul Muni contre Edward G. Robinson. Paul Muni et Edward G. Robinson étaient tous deux des titans chez Warner Brothers, célébrés pour leur rôle dramatique puissant et leur dévouement inégalé à l'art. Mais leur quête commune d'intégrité artistique a posé les bases d'une rivalité qui a discrètement menacé de les écarter tous les deux. Dans les années 1930, Muni était l'acteur sérieux par excellence, s'immergeant dans ses rôles avec une obsession quasi méthodique, tandis que Robinson bâtissait sa réputation en tant que dur à cuire par excellence d'Hollywood, notamment comme Rico dans Little Caesar. Les problèmes ont commencé lorsque les deux acteurs se sont retrouvés constamment en concurrence pour les mêmes scénarios prestigieux, le genre de film qui menait à des nominations aux Oscars et au respect de l'industrie. Les patrons de studio, appréciant la publicité d'avoir deux hommes sérieux sous contrat, jouaient souvent l'un contre l'autre pour améliorer la performance et, parfois, réduire les égos. Lorsque Muni obtint le rôle principal dans l'histoire de Louis Pasteur et la vie d'Émile Zola, Robinson s'irrita d'avoir été écarté, surtout après son propre succès dans Le Révolté et la ballade du Dr Ehrlich. Leur rivalité couvait lors des réunions de production, chacun plaidant pour le scénario les plus exigeants et porteurs de messages. Les choses se sont aggravées lorsque Warner Brothers a promu Muni comme le visage du cinéma socialement pertinent, reléguant subtilement Robinson à des rôles criminels et des films de genre. Robinson, jamais timide pour exprimer sa frustration, a riposté en faisant campagne pour des opportunités plus diversifiées. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles il envisageait de quitter le studio, et Muni lui-même devenait de plus en plus reclus. Frustré par la surveillance constante et la pression de maintenir son image sérieuse, l'impact de la rivalité était évident.
Les deux acteurs étaient connus pour être difficiles, ce qui rendait les réalisateurs méfiants à l'idée de travailler avec eux. Chacun a connu des périodes où les rôles se faisaient rares et leur notoriété diminuait. Bien que tous deux aient finalement assuré des héritages durables, leur temps au sommet a été écourté par la compétition même, qui avait autrefois alimenté leur meilleur travail. Un témoignage de la façon dont, à Hollywood, même les plus talentueux peuvent devenir des victimes de l'ambition. Anne Sheridan contre Alexis Smith. Anne Sheridan et Alexis Smith étaient deux des plus brillantes perspectives de Warner Brothers dans les années 1940. Mais derrière les images soigneusement orchestrées par le studio se cachait une rivalité féroce qui a failli mettre fin à leur carrière avant qu'elle n'atteigne vraiment leur apogée. Sheridan, adorée comme la fille Oomph, rayonnait de charisme et de dureté, dans des rôles qui mêlaient charme sensuel et esprit vif. Smith, en revanche, était l'incarnation de l'élégance. Grande, posée et souvent choisie pour incarner l'amoureuse raffinée ou l'adversaire sophistiqué. Les graines de la rivalité ont été semées lorsque le studio a commencé à promouvoir Smith comme le nouveau visage de Warner Brothers, une initiative que Sheridan a perçue comme une menace directe pour son règne. Les tensions ont monté lors du tournage de films comme The Doe Girls et One More Tomorrow, où les deux actrices se disputaient les meilleures répliques et le plus de temps à l'écran. Les initiés du studio ont remarqué que Sheridan, habituellement l'âme du plateau, est devenue méfiante, convaincue que l'ascension de Smith signifiait que ses propres jours au sommet étaient comptés. Smith, pour sa part, était bien consciente des enjeux. Elle redoubla de professionnalisme, prenant des cours de chant et travaillant sans relâche pour maîtriser des chorégraphies complexes. Tout cela pour prouver qu'elle pouvait égaler le charisme naturel de Sheridan. Hors caméra, les deux femmes s'engageaient dans des jeux de pouvoir subtils, demandant des modifications de script, faisant pression pour de meilleurs costumes, et même en chronométrant leurs arrivées pour attirer l'attention. La rivalité a eu des conséquences. Les producteurs hésitaient à les faire jouer ensemble, craignant que le drame sur le plateau ne devienne public. Sheridan a traversé une période où ses offres de contrats ont diminué, tandis que Smith, malgré une série de films très médiatisés, a eu du mal à établir sa propre marque en dehors du récit de seconde après Sheridan. En fin de compte, les deux femmes ont enduré, mais leur rivalité sert d'exemple classique de la façon dont la quête d'Hollywood pour la prochaine grande star peut opposer même les talents les plus doués avec des conséquences durables. Myrna Loy contre Jean Harlow. Peu de riz. Les rivalités et l'histoire légendaire de MGM correspondent à la tension silencieuse entre Myrna Loy et Jean Harlow. Loy, la reine de l'esprit urbain et de la sophistication subtile, était un pilier de la liste A du studio. Harlow, la première blonde explosive, a fait irruption sous les projecteurs avec une sensualité audacieuse qui a captivé le public de l'époque de la dépression. La friction entre elles était moins due à une animosité personnelle qu'aux images conflictuelles que MGM voulait promouvoir. Leur compétition a atteint un sommet avec des films comme Libeled Lady et Wife vs. Secretary, où les deux actrices jouaient des rôles centraux, et le studio organisait des campagnes publicitaires conçues pour susciter l'intérêt du public pour leur alchimie à l'écran. En vérité, Loy et Harlow étaient rarement sur la même longueur d'onde. Loy était perfectionniste, se préparant méticuleusement pour chaque rôle et insistant sur de multiples prises. Harlow, en revanche, comptait sur son charisme naturel et ses compétences en improvisation, gagnant l'amour des équipes, mais parfois la frustration des co-stars qui préféraient une approche plus mesurée. Les rumeurs dans l'industrie murmuraient des désaccords sur les choix de garde-robe, qui avaient les meilleures répliques, et quelle star aurait la tête d'affiche. Loy aurait été troublé par la personnalité débridée de Harlow en dehors de l'écran, craignant que cela ne ternisse sa propre réputation de fiabilité et de classe. Harlow, de son côté, s'irritait à l'idée qu'elle était moins sérieuse que Loy, surtout alors que sa propre gamme dramatique commençait à attirer l'attention. Tragiquement, la rivalité fut interrompue par la mort prématurée de Harlow en 1937, mais elle laissa une marque sur Loy, qui avouerait plus tard se sentir à la fois soulagé et attristé par l'absence de sa costard. Pendant un certain temps, la compétition a failli coûter à ces deux actrices leur statut chez MGM. La rivalité entre Loy et Harlow reste un témoignage de la façon dont des marques en conflit, plus que des personnalités, peuvent façonner et presque défaire des carrières à Hollywood. Rita Hayworth contre Kim Novak. Columbia Pictures avait une longue histoire de fabrication de ses propres stars, mais peu de rivalités de studio étaient aussi discrètement destructrices que celle entre Rita Hayworth et Kim Novak.
À la fin des années 1940, Rita Hayworth était le joyau de Columbia, célèbre pour sa beauté électrisante, sa danse sensuelle et son rôle inoubliable dans Gilda. Elle était l'incarnation du glamour, construite par le studio comme la sirène ultime du cinéma. Mais au milieu des années 1950, les choses commençaient à changer. Entrait Kim Novak, une blonde explosive avec une aura de vulnérabilité et de mystère, que le chef de studio Harry Cohn voyait comme l'avenir de Columbia. Hayworth revenait à l'écran après une période difficile dans sa vie personnelle, espérant un retour. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était une actrice plus jeune, à qui l'on confiait les types de projets de prestige, et les rôles en tête d'affiche qui lui étaient autrefois réservés. Novak, consciente de l'ombre dans laquelle elle se trouvait, ressentait une pression constante pour égaler ou surpasser l'héritage de Hayworth. Le studio attisait leur compétition, en divulguant des rumeurs aux chroniqueurs de potins sur l'inévitable éclipse de Hayworth par Novak, et en offrant aux photographes un accès exclusif au plateau dans l'espoir de capturer des étincelles en coulisses. Bien que les deux actrices aient maintenu une relation extérieurement professionnelle, la rivalité les rongeait toutes les deux. Hayworth, luttant contre l'insécurité et ressentant la perte de son statut royal, se heurtait aux producteurs au sujet du casting et se retirait même de projets qu'elle estimait conçus pour mettre en valeur Novak. Novak, quant à elle, craignait de ne jamais vraiment échapper à l'ombre de Hayworth. Cette tension affectait leur travail. Toutes deux luttaient contre le trac sur le plateau et, parfois, la compétition leur a presque coûté leur rôle. Finalement, l'étoile de Hayworth a pâli alors que Novak montait. Mais les deux actrices ont gardé des cicatrices de leurs années chez Columbia. La rivalité Hayworth-Novak est un exemple parfait de la manière dont les studios montaient leurs plus grands atouts les uns contre les autres, créant une atmosphère si tendue qu'elle a presque détruit les deux légendes avant que leurs héritages ne soient assurés. Spencer Tracy contre Clark Gable. Pour le public, Spencer Tracy et Clark Gable étaient l'incarnation du glamour masculin d'Hollywood. Tracy, l'acteur introspectif et sombre. Gable, le charmant roi d'Hollywood à la moustache. Ce que peu de gens réalisaient à l'époque, c'était à quel point leur carrière et leur destin étaient étroitement liés par une rivalité soigneusement orchestrée par MGM elle-même. Tous deux étaient sous contrat avec le studio pendant son ère la plus puissante. Chacun avait le pouvoir de star pour choisir ses projets, mais ce même pouvoir les rendait concurrents pour les rôles les plus importants du studio, et aucun n'était prêt à jouer les seconds rôles. Cela a commencé avec l'ascension de Gable au début des années 1930 lorsqu'il était l'acteur principal de référence de MGM, obtenant des rôles dans New York Miami, Les Révoltés du Bounty et surtout Autant en emporte le vent. Tracy est arrivé à MGM en 1935, se distinguant rapidement par des performances intenses et une réputation de réalisme émotionnel. Dès le début, les dirigeants du studio ont réalisé qu'ils avaient deux titans entre les mains et n'ont pas perdu de temps à alimenter la compétition. Des projets comme San Francisco et Boomtown ont réuni les deux, mais les contrats stipulaient souvent une égalité de traitement, un temps d'écran soigneusement négocié et même une rotation stricte pour les meilleures loges. La rivalité s'est infiltrée dans la vie quotidienne du plateau. Les deux hommes avaient le pouvoir de rejeter des scénarios si le nom de l'autre y était attaché, et chacun plaidait pour des rôles plus exigeants, des salaires plus élevés et de meilleurs réalisateurs. Les tensions ont monté au point où certains projets ont été complètement abandonnés, parce qu'aucun des deux n'acceptait d'être placé en dessous de l'autre. Les initiés se souviennent de silences glaciales et de gestes publics de camaraderie qui cachaient une profonde méfiance mutuelle. Les deux stars ont survécu et même prospéré à la fin, mais le stress de la compétition constante les a épuisés, influençant leur choix de carrière et leur vie personnelle. La rivalité Tracy-Gable sert d'étude de cas sur la façon dont même les partenariats les plus célébrés d'Hollywood pouvaient être définis par la pression invisible et incessante de devoir toujours être numéro un. Une bataille qui, si elle était perdue, pouvait signifier sombrer dans l'oubli, presque du jour au lendemain. L'âge d'or d'Hollywood est peut-être révolu, mais ces rivalités secrètes projettent encore de longues ombres sur l'histoire du cinéma. Pour chaque rôle iconique et moment sur le tapis rouge, il y avait des batailles silencieuses et des jeux de pouvoir en coulisses qui ont failli coûter leur carrière à des légendes. Alors, la prochaine fois que vous regardez un classique, souvenez-vous que le véritable drame se déroulait souvent loin des projecteurs. Quelle rivalité vous a le plus surpris?
Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour plus d'histoires inédites d'Hollywood et continuez à regarder, car les meilleurs secrets ne sont jamais vraiment enterrés.